La Shoah. Avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, se systématisent les persécutions des Juifs, mais ne se transforment en extermination qu'après le début de la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 marque une étape. Concernant la question juive, le Führer est décidé à faire place nette. Il a annoncé aux Juifs que, s'ils occasionnaient à nouveau une guerre mondiale, ils vivraient leur destruction. Ce n'était pas une phrase. La guerre mondiale était là. L'anéantissement des Juifs doit en être la conséquence nécessaire. Cette question doit être considérée sans la moindre sentimentalité. Ainsi, Joseph Goebbels, le maître de la propagande nazie, décryptait-il le discours d'Adolf Hitler devant les préfets du Reich à Berlin le 12 décembre 1941. Les massacres à grande échelle ont déjà commencé sur les territoires de l'Est, en Union soviétique. Dans chaque ville, dans chaque village, des centaines, voire des milliers de juifs et de communistes sont liquidés par des commandos spécialisés, les Einsatzgruppen, et souvent enterrés dans des fosses communes. Le récit de ces abominations a été recueilli par deux grands écrivains soviétiques, Ilya Ehrenburg et Vassili Grossman, dans un ouvrage bouleversant, le livre noir sur l'extermination scélérate des Juifs par les envahisseurs fascistes allemands dans les régions provisoirement occupées de l'URSS et dans les camps d'extermination en Pologne. La décision est alors prise par Hitler de passer du massacre artisanal, si l'on peut dire, au massacre industriel. Le premier centre de mise à mort s'ouvre à la fin de 1941. Le gazage massif commence à Auschwitz au printemps-été 1942 avec l'utilisation d'un désinfectant puissant, le Zyklon B. Cette liquidation vise tous les juifs, mais aussi d'autres groupes indésirables, comme les tziganes. Comment dire l'horreur de ces crimes? Des milliers de récits existent. Nous en sommes parfois saturés, à tel point que nous ne sommes plus capables de les entendre ni d'en tirer des leçons. D'autant qu'il existe dans cette production le meilleur et le pire, l'authentique et le factice, l'or et le plomb. Je reprendrai quelques lignes extraites de deux témoignages. Lors du procès fait à Adolf Eichmann, l'un des organisateurs de la solution finale, en Israël en 1961, l'écrivain Yahiel Dinour raconte son expérience au camp d'Auschwitz. J'ai été là-bas pendant 2 ans environ. Là-bas, le temps était autre que ce qu'il est ici sur Terre. Chaque fraction de seconde appartenait à un cycle de temps différent. Les habitants de cette planète ne portaient pas de nom. Ils n'avaient ni parents ni enfants. Ils ne s'habillaient pas comme nous nous habillions. Ils n'étaient pas nés là-bas et ils n'y donnaient pas naissance. Leur respiration même était rythmée par les lois d'une autre nature. Ils ne vivaient ni ne mouraient selon les lois de ce monde. Leurs noms étaient des numéros. Et les voix, je les vois. Ils me regardent, je les vois. Primo Levi, né à Turin en 1919, déporté lui aussi à Auschwitz en 1943, écrit dans Si c'est un homme en 1947. Qu'on imagine maintenant un homme privé non seulement des êtres qu'il aime, mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements, de tout enfin,
littéralement de tout ce qu'il possède. Ce sera un homme vide, réduit à la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement, oublié de toute dignité, car il n'est pas rare, quand on a tout perdu, de se perdre soi-même. Ce sera un homme dont on pourra décider de la vie et de la mort, le cœur léger, sans aucune considération d'ordre humain, si ce n'est tout au plus le critère d'utilité. On comprendra alors le double sens du terme camp d'extermination et ce que nous entendons par l'expression toucher le fond. Et plus loin, il ajoute: nous avons voyagé jusqu'ici dans des wagons plombés. Nous avons vu nos femmes et nos enfants partir pour le néant. Et nous, devenus esclaves, nous avons fait 100 fois le parcours monotone de la bête au travail, morts à nous-mêmes, avant de mourir à la vie, anonymement. Nous ne reviendrons pas. Personne ne sortira d'ici. Qui pourrait porter au monde, avec le signe imprimé dans sa chair, la sinistre nouvelle de ce que l'homme, à Auschwitz, a pu faire d'un autre homme? Comme tout événement historique, le génocide des Juifs a suscité débats et controverses. D'abord sur sa place et sa signification. Était-il unique? Faut-il lire la preuve d'un antisémitisme éternel? Quelle leçon morale peut-on en tirer? Ensuite, sur son utilisation. Là, nous regagnons les rives du conflit israélo-palestinien. Enfin, et c'est le plus effarant, sur son existence même. Un courant négationniste prétend que le génocide n'a jamais eu lieu, que les chambres à gaz sont une invention des Juifs ou des sionistes pour susciter pitié et solidarité avec Israël.